le coup de projecteur des vraies voix. Depuis 2020, les milliardaires ont augmenté leur richesse de plus de 3 000 milliards de dollars, alors que 800 millions de personnes s'endorment le ventre vide. À ce rythme-là, on verra bientôt, pour la première fois, une fortune franchir la barre symbolique des 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on vit difficilement la crise, alors que plus on est riche, plus finalement les choses s'améliorent. Donc on voit bien qu'il y a une injustice fondamentale qui double une injustice de la répartition des richesses. Au cours de la prochaine décennie, Oxfam prédit qu'il y aura 1 trillionnaire, alors que ça prendra 200 à 250 ans pour mettre fin à la pauvreté. Et donc ce que dit ce rapport, les 5 plus grandes fortunes du monde ont doublé en seulement 4 ans. Information dévoilée par Oxfam qui publie son rapport sur les inégalités à l'occasion du Forum économique de Davos. Les 5 hommes les plus riches de la planète possèdent donc 869 milliards de dollars contre 405, c'était en 2020. Et ça représente une hausse de 14 millions par heure. Alors, est-ce qu'il faut combattre l'influence des ultra-riches sur les politiques fiscales des États, comme le réclame Oxfam? Est-ce qu'il faut, mais est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est un rêve, en finir avec les paradis fiscaux? Comme l'a dit le sénateur américain Bernie Sanders, est-ce que cette concentration de richesse en haut de l'échelle est sans précédent? Est-ce que, pour vous, c'est choquant que les 5 plus grandes fortunes planétaires aient doublé depuis 2020? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et nous sommes en direct avec Stanislas Aoun, responsable de campagne inégalité et justice fiscale chez Oxfam France. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir à tous. Avant de revenir vers vous, comme à chaque fois, ce tour de table de l'actu sur ces très riche, Philippe Bilger. Alors, pour être totalement sincère, mon premier mouvement quand j'entends ces chiffres colossaux, c'est d'avoir une réaction instinctive et de dire non mais c'est pas possible, tant d'argent tout de même ces gens-là, même s'ils l'ont gagné honnêtement, s'ils ont créé leur entreprise, s'ils l'ont hérité mais qu'ils ont respecté les principes auxquels je tiens, il y a quelque chose qui me gêne. Et puis, immédiatement, la réflexion survient qui me fait résister à cette impression initiale. Parce que, autant j'admets qu'on a le devoir de s'interroger sur le plan économique et social, sur la finalité de ces énormes fortunes, même si elles sont acquises totalement honorablement, je ne voudrais pas, et je sens toujours quelque chose de ce type dans notre invité et dans l'association dans laquelle il se trouve, qui n'est pas loin d'une sorte de dénonciation éthique de la grosse fortune. En soi, la grosse fortune n'a droit à aucune réprobation morale en soi, mais qu'on discute sur le plan social et économique, je trouve ça très normal. Elisabeth Lévy. 2 choses. La première, c'est que la bagarre entre les États et les gros contribuables est une vieille affaire. Je vous rappelle comment a commencé la Révolution française, parce que ces nigauds d'aristocrates qui ne voyaient pas ce qui se passait ne voulaient pas payer d'impôts. Je veux dire, c'est comme ça que ça a démarré. Et il y a un rapport de force entre les États et les gros contribuables, qui n'est pas le même pour tous les États. Les États-Unis ont un peu plus de poids, vous savez, avec leur loi fiscale que l'État français ou les États européens face à des multinationales, etc. Mais il n'empêche que aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment, effectivement, que face aux gros contribuables, les États ont quand même un peu perdu la main. Deuxièmement, Orwell disait qu'au-delà d'un certain niveau de différence de richesse, on ne vit plus dans le même monde. Très bien, ça ne me gêne pas, moi, de ne pas vivre dans le même monde. Enfin, il faut quand même faire une différence entre les richesses acquises selon la façon dont elles sont acquises, selon ce qu'elles donnent comme emploi, selon ce qu'elles produisent comme emploi. Et quatrièmement, me prouver que si on prenait tout l'argent de ces riches, ça rendrait les pauvres plus pauvres. Alors, effectivement, je pense qu'effectivement, sinon ça n'a aucun intérêt. Je pense que le débat, il n'est pas intéressant, effectivement, sur le plan strictement éthique, même si c'est quand même pas mal d'avoir de l'éthique dans la vie publique tout de même. Mais ne serait-ce que sur la question de l'efficacité économique et sociale, quand même le point essentiel d'un gouvernement, théoriquement, là, on peut se poser quand même de sérieuses questions, quoi. Quelle est l'incitation qui est donnée aux gens, y compris même aux entrepreneurs, hein?
à ceux qui auraient des projets à porter, etc. Quand on voit un tel niveau de concentration de richesse, quel est le niveau de motivation de gens qui sont en difficulté, qui sont au chômage, qui, j'en sais rien, qui veulent remonter dans l'échelle sociale avec ce type de situations qui sont constatées depuis des années. En fait, c'est ça qui est très problématique. Je pense qu'une société, effectivement, qui est efficace, où chacun est encouragé à s'améliorer, à créer de la richesse, en tout cas à faire en sorte que sa situation puisse aller dans le bon sens, suppose effectivement un environnement qui soit favorable. Et c'est tellement choquant symboliquement, et c'est tellement aussi inefficace. En fait, si c'était efficace, justement, la pauvreté aurait été éradiquée, les inégalités les plus extrêmes auraient été résorbées, tout le monde aurait, je sais pas, un logement, les gens n'auraient pas de difficultés. La pauvreté a beaucoup reculé. Oui, mais d'accord, par exemple, vous avez aujourd'hui la moitié, je crois, près des étudiants ou 30% qui mangent pas à leur faim ou qui mangent pas de manière satisfaisante, même dans un pays comme la France, qui est pourtant très redistributeur. Donc imaginez dans d'autres pays qui le sont moins. Donc en fait, voilà, ce n'est pas efficace économiquement et socialement, et c'est pour ça que le combat d'organisations comme Oxfam est extrêmement juste et nécessaire. Tiens, pour vous, il faut taxer les riches ou il faut laisser faire le marché? On attend vos appels au 0826 300 300. Stanislas Hanoun, c'est vrai que les chiffres peuvent paraître surréalistes, mais est-ce que c'est pas finalement la loi du marché? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites auparavant. Je me permets de juste d'y revenir. D'abord, c'est intéressant. Le sondage qui a été dévoilé là sur Twitter de vos auditeurs montre qu'il y a un vrai enjeu d'acceptation de la société. La société aujourd'hui, vous et moi, les gens qui font leurs courses, avec l'inflation galopante depuis plusieurs mois, n'en peuvent plus de voir ces écarts de richesse qu'il peut y avoir. On a vu récemment des records encore de versement de dividendes aux actionnaires de 100 milliards. Donc il y a vraiment un enjeu d'acceptation de la société. Philippe Biguer tout à l'heure parlait de questions morales. On n'est évidemment pas du tout sur des questions morales à Oxfam. On est sur des questions économiques et sociales qui nous concernent tous. Ce que dit Oxfam par rapport à ces écarts de richesse, il y a pas que Oxfam qui les dit, il y a aussi le FMI. Le FMI, qu'on ne doit quand même pas taxer d'institutions gauchistes, le FMI a démontré par A plus B qu'il était urgent de réduire les inégalités si on voulait avoir une croissance forte. Donc il y a des enjeux, il y a aussi Joe Biden, il n'y a pas que Bernie Sanders, il y a aussi des gens beaucoup plus modérés comme Joe Biden qui sont aussi favorables à une taxation des plus riches. Donc le problème est là. Donc il y a une forte concentration de la richesse, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau français. On a aussi parlé un petit peu de tout ce qu'il y a un peu aussi un fantasme de tout ce qui est capitaine d'industrie, travailleurs. Laissez-moi juste vous dire que les milliardaires, pour la plupart, sont à 80% des héritiers. Françoise Bettencourt, elle a hérité de la fortune de Liane Bettencourt. C'est pas elle qui a créé les produits L'Oréal, etc. Elle a simplement hérité de la fortune et elle est rémunérée uniquement avec les dividendes et les actions qu'elle détient de L'Oréal. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, on n'est pas anti-riche à Oxfam. On est pro-pauvreté, on est pro-lutte contre la pauvreté. Et donc, pour nous, un maillon essentiel, les dirigeants qui se réunissent à Davos en ce moment devraient, d'une part, enfin se mettre d'accord sur une taxation des ultra-riches à plusieurs seuils de taxes et d'impôts, afin de prélever les millionnaires et les milliardaires, ainsi que les multinationales, pour pouvoir les réguler et plafonner les dividendes. Philippe Bilger-Verège. Je voulais vous demander, j'avais l'impression que derrière tous ces discours, aussi pertinents qu'ils soient, il y a toujours une espèce de stigmatisation morale de la grosse fortune. Vous avez dit que non. Mais j'aimerais savoir comment techniquement vous voyez l'articulation entre une taxation des grosses fortunes dans le sens que vous souhaitez avec l'éradication de la pauvreté. Comment fait-on techniquement pour que l'augmentation des taxes renvoie nécessairement, obligatoirement à une diminution de la pauvreté? Pardon pour cette question qui est très naïve sur le plan économique, mais j'aimerais savoir. Ouais, non, mais c'est central, vous avez tout à fait raison. En fait, l'idée, simplement, c'est on voit bien que l'État et les États en général manquent de moyens. Les services publics sont souvent en décrépitude. Les lits en France d'hôpitaux, les lits ferment les uns après les autres. On a 7000 lits qui ont été fermés. Il y a un enjeu de véritablement sauver le service public. Et c'est les plus pauvres qui bénéficient en priorité. Enfin, tout le monde en bénéficie, mais c'est les plus pauvres qui en ont plus besoin.
De même que la transformation écologique, les plus pauvres, les plus précaires sont les principales impactés par le réchauffement climatique. Et donc, les recettes fiscales qu'on pourrait obtenir à Oxfam, on a chiffré qu'on pouvait obtenir, si on faisait une taxe de tous les maximum de 5% pour les millionnaires et les milliardaires, on aurait chaque année 1800 milliards de recettes fiscales en plus pour pouvoir financer la transition écologique et les services publics. Et donc c'est ça le lien entre fiscalité et taxation et réduction des inégalités. C'est la façon dont on va pouvoir financer des dépenses qui aujourd'hui ne peuvent pas l'être. Elisabeth Lévy veut je voudrais revenir juste sur, vous avez cité Liliane Bettencourt, et je voudrais revenir sur cet exemple. Parce que d'abord, la première chose, c'est qu'en étant actionnaire de L'Oréal, elle finance. Ça veut dire que c'est le capital de L'Oréal qui permet à L'Oréal de faire de la recherche, de trouver des produits, etc. Et heureusement qu'il y a des gens, alors même si elle l'a reçu en héritage, j'y viens, c'est cet argent qui permet aux entreprises de fonctionner, de se développer, de trouver des choses. Donc les actionnaires, c'est pas des gros salauds, si vous voulez, c'est souvent des gens qui investissent de l'argent qu'ils ont gagné ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Elle n'a pas rien fait dans l'entreprise. Elle n'a pas rien fait dans l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que je crois alors que l'héritage, alors on peut discuter des lois aux États-Unis, c'est pas les mêmes que nous, Tocqueville en parle beaucoup, mais que l'héritage, c'est quand même un des moteurs du capitalisme. C'est-à-dire que les gens entreprennent, ils essayent de faire des trucs super, de réaliser des choses, notamment quand on est entrepreneur, pour laisser quelque chose à leurs enfants. Si vous enlevez ça, vous allez enlever un des gros moteurs du capitalisme, si vous voulez. Et je vais vous répondre par rapport à ça. En fait, le souci qu'on a avec les grandes multinationales en ce moment, on a fait une étude qui a été publiée avant l'été sur les 100 plus grandes entreprises françaises, donc encore plus avec un panel plus important que le CAC 40. Entre 2011 et 2021, on s'est rendu compte que sur ces 100 entreprises, 71% de leurs profits partaient en versement aux actionnaires. Ce qui est absolument colossal, parce que tout à l'heure on parlait d'investissement, mais le versement d'actions... Ah non, mais ça, le partage de la valeur ajoutée, vous avez raison. Oui. Non, et donc ça, le drame il est là, c'est que si on n'est pas contre le fait que les grandes boîtes font des profits. On alerte simplement sur la très mauvaise répartition et finalement la très mauvaise gestion de ces entreprises par ces actionnaires et par ces milliardaires qui sont souvent détenteurs. Je rappelle, pour donner un chiffre, au niveau mondial, les 1% les plus riches possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux. Et en France, c'est 36%. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en réalité, ce qui est bon pour l'économie, et ça, la plupart des gens sont quand même d'accord là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait de la concurrence dans une économie de marché. A priori, c'est quand même le système dans lequel on est, même s'il s'agit de le réformer. Il faut de la concurrence. Mais quelle est la concurrence véritable qui existe dans un nombre incalculable de secteurs qui sont dominés par des boîtes, par quelques groupes? Il y a des oligopoles absolument partout. Il y a des quasi-monopoles partout. Où en fait, les barrières à l'entrée, comme on dit en économie, sont tellement énormes en termes d'investissement. C'est pas forcément des barrières légales, parce que ça, l'Union européenne, par exemple, est contre ce type de barrières, et c'est sans doute bien. Mais en revanche, effectivement, si vous avez 100, 200, 300 millions d'euros à lever, prenons même par exemple un autre exemple tout simple. Dans Paris, et même ailleurs, dans les grandes villes, au moment des périodes des fêtes, par exemple, vous avez les affichages publicitaires. Par qui est-ce qu'ils sont occupés? Par les grands groupes. En France, par exemple, par 2 grands groupes de luxe, essentiellement. Et à 90%, ils peuvent prendre la quasi-totalité des affichages publicitaires. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas contre cela en tant que tel, mais la concentration est extrême. Et donc après, vous avez d'autres boîtes, y compris dans le même domaine, qui ont du mal à arriver sur le marché pour cette raison-là. C'est donc pas forcément sain, ça l'est même pas du tout, qu'il y ait une concentration de ce type-là. Et je prends même pas l'exemple des GAFAM. Dans le numérique, vous avez aussi là une prédominance complètement hallucinante. Prenez de la musique en streaming, par exemple. Vous avez en gros deux boîtes qui ont 90-95% du marché. Allez-y pour monter à une boîte de streaming. Prenez l'aéronautique, Boeing et Airbus contrôlent 95% du marché. Hein. Donc en fait, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, je dirais, c'est que intuitivement, et en fait tout le monde est prêt d'accord là-dessus, de droite, de gauche, etc., on est quand même normalement incité à récompenser le travail, l'effort. Le problème, c'est que la société dans laquelle on est ne rémunère pas le travail. Aujourd'hui, les rémunérations du capital, quel que soit le capital immobilier, financier, etc., actionnarial, elles sont bien supérieures par rapport aux rémunérations du travail. Parce que d'ailleurs, reconnaissez-moi, mais Tom, les salaires sont extrêmement bas. On est tous responsables, en fait. D'une certaine façon, oui. On joue tous le jeu de ces entreprises. Bien sûr, oui, on achète, on est consommateur. Sans nous,
mais je pense qu'en réalité, les gens, y compris les riches, sont quand même normalement. Pourquoi, par exemple, en France, on considère qu'une personne qui a fondé sa boîte a le droit de s'enrichir peut-être un peu moins qu'une personne qui n'a fait que récupérer, en effet, un pactole, etc. Parce que dans le premier cas, il y a un effort, il y a quand même un projet, il y a une vision, quelque chose qui est récompensé. Dans le deuxième cas, parfois, il y en a pas. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut corréler, encore une fois, la rémunération avec l'effort et le travail. Stanislas Hanoun, le mot de la fin. Simplement aussi pour rappeler qu'il y a quand même une étude qui a été publiée il y a pas très longtemps qui disait que lorsque en 2013 on a triplé le taux d'imposition sur les dividendes, beaucoup craignaient qu'il y ait ça un impact sur les investissements et en fait pas du tout, ça a augmenté les investissements de plusieurs entreprises. Donc on voit bien que la théorie du ruissellement est un leurre et c'est en ça que nous on se bat pour pouvoir avoir un meilleur équilibre des richesses entre les individus. Merci beaucoup Stanislas Hanoun d'avoir été avec nous, responsable de campagne Inégalité et Justice Fiscale chez Oxfam France. J'espère que si je deviens riche et que je vous adopte, Tom, vous ne dilapiderez pas mon héritage. Je ferai attention. J'achèterai plein de livres et je les distribuerai. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais Merci moi, beaucoup. je pense que vous devriez plutôt m'adopter moi, c'est sûr. Moi, je le dilapiderai certainement. Mais en belles chaussures. C'est pas idiot. Laissez-moi réfléchir. Merci beaucoup, Elisabeth.